Vous regardez Télé-Sud, bonjour à tous. Encore quelques jours à attendre avant que les plus chanceux d'entre nous aillent barboter en toute insouciance dans les eaux bleues de nos plages préférées. Enfin, bleues, jusqu'à quand ? Parce qu'à en croire tous les plus grands scientifiques, les associations environnementales et autres citoyens concernés par l'état de notre planète, le réchauffement climatique, qui ne cesse de s'accélérer et qui est le principal fléau pour nos océans, aura des conséquences dramatiques. On a du mal à s'en rendre compte quand on regarde cette étendue calme et sereine s'entrelacer avec l'horizon du jour levant. Comment peut-on imaginer que l'avenir de notre humanité se joue peut-être là, à quelques mètres au-dessous de la surface ? Alors oui, c'est vrai que c'est moins spectaculaire que les colères du ciel, un massacre animalier ou encore une déforestation, et pourtant, les enjeux climatiques liés à la bonne santé de nos océans sont sans commune mesure. Nos océans représentent 70% de la surface du globe. Ils produisent la moitié de l'oxygène que nous respirons et absorbent un quart des émissions de gaz à effet de serre générées par l'homme. Et pourtant, ce sont les activités humaines qui ont les conséquences les plus désastreuses sur les océans, avec des modifications si importantes qu'elles entraînent des impacts en cascade sur les écosystèmes dont dépend l'homme pour sa protection et sa nourriture. Et après, si rien ne change, que va-t-il se passer ? Comment allons-nous faire ? Personne ne se pose la question ? Peut-être parce que personne ne veut entendre la réponse. François Chartier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le chargé de campagne Océan Greenpeace France. Je ne me suis pas trompé, c'est bien ça ? C'est bien ça. Une première question avant qu'on regarde notre premier sujet. En préparant l'émission, j'ai vu que partout, toutes les associations environnementales, tous les défendeurs de la planète et de la nature étaient ravis du coronavirus. Ce coronavirus avait permis une accalmie, notamment au niveau de la qualité de l'air. L'arrêt des industries, l'arrêt de l'économie a laissé la planète respirer un petit peu. Est-ce qu'il en est de même pour les océans ? Alors, ravi du coronavirus, non, personne ne peut l'être. C'est une épidémie, une pandémie mondiale et c'est dramatique. Ce que ça montre, c'est que lorsqu'on interrompt les émissions de CO2, l'air se nettoie. Lorsqu'on réduit la pression de pêche, lorsqu'il y a moins de bateaux, les choses repartent. Donc ça montre en fait que c'est possible d'inverser les choses. Enfin, à quel prix ? On va en reparler. Ce que je vous propose d'abord, c'est de regarder un sujet qui va revenir sur ce qui se passait avant le coronavirus. On regarde. Incontestablement, la crise du coronavirus a signé le grand retour du plastique. Depuis le début de la pandémie, la production a explosé, au grand désespoir des associations environnementales qui, comme David Sussman, fondateur de Seafoodia, s'alarment de la situation et nous rappellent que chaque seconde, 250 kg de plastique finissent dans les océans. Les experts du GIEC, eux, n'ont pas attendu l'épidémie mondiale pour remettre un rapport sur leurs états. Sans surprise, le constat est alarmant. Pollution, réchauffement climatique, fonte des glaciers, élévation du niveau des mers, destruction de la biodiversité. Les sujets de préoccupation ne manquent pas. Au-delà des océans, ce sont aussi les écosystèmes côtiers qui doivent être pris en compte, car, comme le rappelle le rapport, tous les habitants de la Terre dépendent directement ou indirectement de l'océan. 50% de notre oxygène est produit par les océans. 25% de notre CO2 est absorbé par les océans. Mais c'est le réchauffement des pôles et les conséquences directes sur la régulation du climat qui inquiètent particulièrement. Le réchauffement qui s'est produit en Antarctique est une méga tendance qui a été détectée il y a plusieurs années, même s'il est vrai que ces dernières semaines, nous avons détecté des pics de température. Cela répond à une tendance globale, et cette tendance globale est accentuée. Elle devient beaucoup plus forte dans les régions polaires, dans l'Arctique et l'Antarctique. Tous les scientifiques sont unanimes. Un changement climatique modifiera l'équilibre thermique de la Terre et aura de nombreuses conséquences pour l'homme et son mode de vie. Des conséquences tragiques pour un grand nombre. Malgré cette prise de conscience, malgré les actions des ONG et le geste des citoyens concernés, année après année, nous ne faisons que constater l'étendue des dégâts. N'est-il pas trop tard pour agir ? Pour beaucoup, la solution ne peut venir que de nos institutions. Mais une action efficace peut-elle exister sans un changement de société ? François, avant de revenir sur la question qui est posée à la fin du sujet, est-ce qu'une action efficace est possible sans un changement de société ? Je reviens un peu sur ce que vous me disiez juste avant quand je vous ai posé la question des bouleversements liés au coronavirus. Est-ce que ce coronavirus, en fait, c'est pas une fausse bonne nouvelle ? Vous me disiez on voit justement que quand il y a une véritable action, des volontés politiques dans l'urgence,
ça a une incidence. Mais on se rend compte aussi maintenant que, comme une vague de tsunami, là, on est en train de voir les dégâts qu'ont fait justement ces arrêts et ces actions politiques d'urgence, économiquement, socialement, géopolitiquement. Ce qu'on a tendance à faire depuis longtemps, et c'est probablement ça qui bloque la solution, c'est à opposer le développement économique, les besoins de développement d'un certain nombre de pays, les besoins matériels, les besoins de créer de l'emploi et la protection de l'environnement. Et en fait, c'est complètement le contraire qu'il faut avoir comme démarche. Et on a commencé à le voir, hein, on l'a vu avec le mouvement climat, on l'a vu avec les gilets jaunes en France, que finalement, il ne fallait pas opposer la fin du monde et la fin du mois, et que le social et l'environnement, ça marche de pair. Et que le développement économique, ça marche de pair. Si on veut développer l'économie, notamment en Afrique, ça passe par développer la petite pêche et pas la pêche industrielle, donc par protéger les océans, pour vous donner un seul exemple. D'accord. Alors, on reviendra sur la pêche justement après. On va prendre dans l'ordre. Alors, je me doute que vous allez me dire que c'est pas possible, mais si on devait prioriser un petit peu les urgences, c'est quoi? On doit d'abord s'inquiéter du réchauffement, de la pollution, de la surpêche, de l'homme? Alors, l'urgence, je dirais globale, que ce soit pour les océans ou pour l'ensemble de la planète, c'est la protection du climat, c'est la lutte contre le réchauffement climatique. Et je dirais, ça se résume à une chose très simple, finalement, c'est réduire nos émissions de CO2. Si on veut sauver les océans, il faut réduire les émissions de CO2, c'est-à-dire respecter ce que dit le GIEC et arriver à zéro émission nette en 2050. Mais est-ce qu'on y arrive? Est-ce qu'il y a des gens qui agissent véritablement comme ça? Je crois que la France s'était engagée à le faire. On se rend compte finalement, c'est pas terrible. Et il y a plein d'autres. Et même si on y arrive, ça va prendre combien de temps? Alors, ce qu'il faut, c'est arriver à zéro émission en 2050. Donc, en gros, on a 30 ans pour faire ça. On a surtout 10 ans pour réduire nos émissions de carbone, donc moins prendre l'avion, arrêter de prendre des vols intérieurs, moins utiliser la voiture, changer de modèle de chauffage pour les immeubles, pour réduire nos émissions de CO2 par 2. Donc ça, c'est la première urgence. Elle est globale, qu'on soit à terre, au milieu des océans ou dans n'importe partie du globe. De toute façon, si on ne le fait pas, ça aura une incidence parce qu'on va dépasser les 2 degrés de réchauffement climatique et en gros, la situation sera ingérable. Plus spécifiquement sur les océans, ce qu'il faut faire, à la fois pour aider à lutter contre le changement climatique, mais pour aider à la résilience des écosystèmes, c'est-à-dire en gros qu'il y ait plus de poissons, que les récifs coralliens se restaurent, c'est protéger. Il faut faire ce qu'on appelle des réserves marines, des vastes zones des océans où on n'a pas d'activité humaine industrielle. Et pour ça, en gros, c'est simple, il faut protéger un tiers de nos océans. Mais là, pour en revenir au réchauffement, est-ce que aussi un des gros problèmes pour les océans, ce n'est pas la fonte des glaces? La cryosphère, en préparant l'émission, j'ai vu, cryosphère, on en parle beaucoup, ça vient beaucoup en ce moment dans les conversations liées à la fonte des glaces. Pouvez-vous nous dire un mot sur la cryosphère, ce que c'est exactement? Alors, la cryosphère, c'est les zones glacées de la planète, c'est à la fois la banquise flottante, l'Arctique, la banquise continentale, l'Antarctique ou le Groenland, mais aussi tous nos glaciers, les glaciers des Alpes ou ce qu'il en reste, ou les glaciers, pour prendre l'exemple de l'Afrique, du Kilimandjaro, qui ont quasiment disparu. Tout ça, c'est la cryosphère. En fait, le problème de la fonte des glaces, c'est la conséquence. L'atmosphère se réchauffe, l'eau et l'atmosphère se réchauffent, donc c'est un phénomène physique, la glace fond. La glace fond, ça a un impact sur l'ensemble du système des océans, parce que ça accélère, c'est des effets d'entraînement, ça va accélérer le réchauffement, parce qu'il y a de l'eau de plus en plus douce et de plus en plus chaude qui va augmenter globalement la température, mais ça va jouer à terme sur l'ensemble des équilibres des courants et sur la capacité physique de l'océan à absorber plus de CO2. Donc en fait, on a des effets d'entraînement du fait de la fonte des glaces. Vous parlez de la capacité physique à entraîner les courants. Il y en a un, moi, qui me tient particulièrement à cœur, parce que c'est quelque chose qui m'intrigue un peu, c'est le Gulf Stream. J'ai souvent lu et entendu que si jamais le Gulf Stream, vous nous direz, on reviendra et on expliquera ce que c'est exactement, s'inversait, ça pourrait être un dérèglement climatique sans précédent. Alors d'abord, qu'est-ce que le Gulf Stream? Alors le Gulf Stream, c'est un courant qui part globalement de la région des Caraïbes. Un courant maritime. Un courant marin, très profond, très large, très important, et qui ramène l'eau chaude le long de la côte atlantique jusque quasiment à l'Arctique. C'est pour ça que, en gros, quand vous êtes sur la côte littorale à Bordeaux, où vous êtes à peu près à la hauteur de New York ou de Montréal, à peu près, hein, vous voyez le climat qu'il fait à Montréal. En hiver, il fait moins 30. À Bordeaux, vous pouvez vous promener en t-shirt sur la plage quand il fait doux. Et ça, c'est le Gulf Stream. Et ça, c'est le Gulf Stream. Et donc, si ça s'inverse,
ou si ça s'arrête, eh ben, on imagine le changement climatique. Qu'est-ce qui est le pire, c'est que ça s'inverse ou que ça s'arrête? Et d'ailleurs, c'est dû à quoi? C'est notamment dû à la fonte des glaces. Ça serait dû à... Alors, on est sur des hypothèses, on est sur des modèles, et les scientifiques vous expliqueraient ça de manière beaucoup plus technique. On est vraiment sur des hypothèses théoriques. En gros, l'afflux d'eau douce, plus venant de la fonte des glaces, plus l'augmentation de la température, pourrait avoir comme conséquence, c'est une hypothèse, soit l'arrêt, soit la réduction, soit un changement de sens de ces courants. Donc ces courants qui ramènent de l'eau chaude dans les zones froides, donc qui créent en gros toute la circulation profonde de l'eau des océans. Vous pensez que c'est possible? Vous le redoutez? Ce que disent les scientifiques du GIEC, c'est que plus on augmente la température globale, si on dépasse les 2, 3, 4 degrés de réchauffement global d'ici la fin du siècle, c'est le genre de phénomène de changement climatique majeur qui pourrait arriver. Alors, revenons sur les océans. Donc on l'a compris, le réchauffement, c'est pas ce qu'il y a de mieux, hein, clairement. Maintenant, si je vous parle de biodiversité, plastique, surpêche, est-ce que tout ça est lié selon vous? Alors, oui, et tout ça est lié à ce qu'on disait avant, hein, au climat. C'est-à-dire que si la biodiversité va bien, on lutte davantage contre le réchauffement climatique, et à l'inverse, plus le réchauffement climatique s'aggrave, plus la pression sur la biodiversité s'aggrave aussi. Donc c'est des effets d'entraînement mutuel dans les deux sens. Dans ce que vous listiez, il y a deux enjeux. Il y a un enjeu qui est la surpêche. La surpêche, c'est là où on prélève de la biodiversité. On enlève de la biomasse des océans. Ça représente quoi la surpêche actuellement dans la pêche mondiale? Globalement, aujourd'hui, si on écoute la FAO, donc l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, on a à peu près 80 à 90% des stocks de poissons, donc des espèces qui sont commercialement exploitables, qui sont soit pleinement pêchées, on est vraiment au maximum, on est à la limite du rouge, soit déjà largement surexploitées. En gros, on a, pour résumer les choses, une situation à peu près généralisée de surpêche, et notamment sur les espèces qu'on consomme massivement, comme le thon, comme le saumon, comme le cabillaud. Là, on a des situations de surpêche, tout est dans le rouge en gros. Alors, le plastique, parce que ça aussi, ça a une incidence sur le poisson et la biodiversité. On voit que c'est de pire en pire. Le plastique est un véritable fléau pour les océans. Quelles sont les actions positives en ce moment? Qu'est-ce qui se passe? D'abord, je crois qu'il y a une prise de conscience déjà dans un premier temps, même si là, le coronavirus n'a pas aidé les choses. La production de plastique a explosé pour les masques, pour les blouses, pour les gants, comme on le disait dans le sujet. Comment on lutte contre cette pollution invisible presque? Alors, là, le plastique, c'est intéressant parce que ça finit dans les océans, mais le problème, il est à terre. Le problème, il n'est pas ce qui se passe en mer, ce qu'on ne peut pas voir, les bateaux de pêche qui sont au loin, les grands bateaux industriels qu'on ne voit jamais. Non, le problème, il est chez nous, il est à la fois quotidien, dans l'usage des plastiques jetables, et il y a énormément de manières d'arrêter je veux dire, qu'est-ce qu'on a besoin d'utiliser une bouteille d'eau jetable? Donc ça, c'est des gestes qui semblent absurdes aujourd'hui, l'utilisation des sacs plastiques jetables, et c'est juste des gestes absurdes, il n'y a pas d'autre mot. Mais ça serait en fait... En gros, se tromper que de se dire qu'on changera le monde par le petit geste. En fait, c'est un modèle de société économique basé sur le jetable, basé sur la production de masse, basé sur le fait qu'on puisse systématiquement changer de téléphone, qu'on puisse soit dans une société, finalement, de l'obsolescence permanente, en plus du jetable, et c'est ça qui génère massivement des déchets. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que dans les pays où il y a un peu de recyclage, où il y a un peu de prise de conscience, en fait, il y a une telle production de masse qu'on n'arrive pas à courir, qu'on court toujours après le problème. Et dans les pays en voie de développement, où il y a beaucoup moins de consommation de plastique, moins industrialisé, il n'y a aucun système de gestion des déchets. Donc en fait, les plastiques sont encore plus présents. Donc en fait, il faut des mesures politiques simples, peut-être autoritaires, pour changer de modèle de consommation. Mais vous pensez vraiment que ça peut arriver ? Ce que vous êtes en train de dire, et qui est bien évidemment audible et compréhensible par tous, on voit bien que ça ne fait pas bouger les lignes des politiques. Il y a trop d'enjeux économiques derrière, non ? C'est une des explications du manque de volonté politique ou de décision politique. C'est les enjeux économiques qu'il y a derrière. Mais encore une fois, comme on l'évoquait tout à l'heure, en fait... Les enjeux économiques, c'est juste une question de quel acteur. Une société sans plastique, ce n'est pas une société qui arrête de se développer économiquement. Une société durable peut se développer économiquement. Est-ce qu'un autre problème de la pêche et de la surpêche, c'est que
ce sont des impacts qui ne sont pas visibles, comme je le disais en préambule tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à la différence des tornades, à la différence des massacres animaliers ou de la déforestation de l'Amazonie, comme on peut le voir en ce moment, où c'est visible, on a tout de suite de face à nous une catastrophe. L'eau, la mer, les océans, il se passe tellement de choses dessous qu'on ne sait pas trop, on ne voit pas le massacre des requins, des dauphins, des baleines. Est-ce que ce n'est pas aussi ça, un des soucis? Alors nous, on ne le voit pas quand on va au restaurant et qu'on commande un plat de poisson, quand on cuisine le poisson chez soi à la maison. On pourrait le percevoir. Il suffirait d'avoir un tout petit peu de mémoire pour se rappeler que les poissons qui arrivaient chez des poissonniers il y a quelques décennies, pour les gens les plus âgés, ils étaient nettement plus grands. Ou que, bizarrement, ils ne venaient pas de l'océan Indien, du fin fond du Pacifique, etc. Ça pourrait être un premier indice. Le deuxième indice, ceux qui le voient très clairement, parce qu'ils le voient dans leurs revenus, ils le voient dans leurs ressources, c'est les pêcheurs artisans. Allez demander à un pêcheur artisan en Bretagne ou un pêcheur artisan au Sénégal ou à Madagascar, il vous dira il y a moins de poissons, il faut aller plus loin pour le chercher, il est plus petit, telles espèces on ne les voit plus. Alors, eux, ils le voient, la surpêche. Justement, c'est très bien que vous êtes en train de lancer le sujet que je voulais vous proposer. On va aller voir des pêcheurs, mais des pêcheurs togolais qui disent exactement ce que vous êtes en train de dire. On les écoute. Pêcher des déchets en mer, c'est la trouvaille de ce jeune pêcheur. Plusieurs fois par semaine, il abandonne ses filets le temps d'une pause pour débarrasser les eaux du nouveau port de pêche de Gbetogbe à 30 km de Lomé de leurs déchets. Conscient du danger que les sachets plastiques représentent pour son activité, il ne se fait pas prier pour accomplir cette tâche. Une manière pour lui de contribuer à la protection de l'environnement marin. Très souvent, dès que nous rentrons de la pêche, je ne me repose pas. Je prends la peine d'enlever ces sachets qui traînent dans l'eau. J'ai remarqué qu'il y a des poissons qui n'hésitent pas à les ingurgiter. Ça va de notre santé et de l'intérêt de notre activité. Nous avons besoin de matériels appropriés, notamment une pirogue, pour mener à bien cette tâche. Principale pourvoyeuse de produits halieutiques du pays, la pêche maritime togolaise semble subir de plein fouet les effets de la pollution de l'écosystème marin ces dernières années. Et pour cause, d'importantes quantités de déchets, d'hydrocarbures et d'eau usée sont souvent rejetés en mer. Conséquence, baisse des ressources halieutiques, notamment les poissons. La majorité de ce que nous utilisons, les déchets que nous produisons, se retrouvent en majorité en mer. Vraiment, la pollution marine est à un degré très élevé et ça impacte effectivement sur la quantité de ressources halieutiques que devaient contenir les océans. À cela s'ajoute la razzia des chalutiers industriels, le large des côtes togolaises, mais aussi et surtout la restriction des zones de pêche et des changements climatiques. Il y a 10 ans, Tetevi, pêcheur et père de 6 enfants, vivait décemment de son métier. Aujourd'hui, l'interdiction de pêcher près des navires et la pollution marine portent un coup de grâce à son activité. Avant, la quantité de nos prises était beaucoup plus importante. Aujourd'hui, c'est avec difficulté que nous arrivons à capturer suffisamment de poissons. Le problème, c'est aussi tous ces navires qui ne cessent de rejeter des hydrocarbures en mer. Cela fait fuir les poissons. Selon les chiffres, la production de la pêche maritime togolaise est estimée entre 15 et 20 000 tonnes par an, soit 80% de la pêche nationale. Essentiellement artisanale, le secteur représente 1,3% du PIB et crée plus de 22 000 emplois. Une filière dont le développement demeure une préoccupation pour l'État togolais. Compliqué de voir que des pays qui dépendent véritablement de la mer, comme ça, en fait, subissent les impacts des grandes nations, parce que là, quand ils expliquent que les hydrocarbures des pétroliers, j'imagine que ce n'est pas forcément les pétroliers togolais, non? Et puis surtout, il y a dans ce problème de surpêche un grand problème d'inégalité. C'est-à-dire qu'il faut avoir en tête qu'il y a 1% des bateaux qui pêchent 50% du poisson. Ce n'est pas les pirogues togolaises ou ce n'est pas les pirogues sénégalaises qui font ça. C'est des énormes chalutiers ou tonniers français, espagnols, chinois, coréens qui vont littéralement piller les eaux des pays en voie de développement. Et c'est un drame pour la ressource halieutique, puisqu'il y a de moins en moins de poissons, on l'a dit, les chiffres sont édifiants, mais c'est un drame pour des populations, on le voit au Sénégal, on le voit à Madagascar, qui sont dépendantes pour leur survie alimentaire, pour leurs ressources de ce poisson-là. Manger du poisson, ça va devenir un luxe selon vous? Ou c'est déjà un luxe? C'est un sujet intéressant. Un des problèmes, c'est que pour nous, dans les pays développés,
manger du poisson est devenu quasiment un acte banal. Et en fait, il faut probablement davantage privilégier les poissons pêchés durablement, de manière artisanale, avec une consommation plus festive finalement, plus rare, quitte à payer un peu plus cher. Alors qu'à l'inverse, dans les pays en voie de développement, où c'est un enjeu de sécurité alimentaire, c'est là où il faut assurer de manière prioritaire la ressource aux populations locales. Je vais vous donner un exemple très concret. Oui. Il y a une industrie qui est en train de se développer aujourd'hui au Sénégal, c'est l'industrie de la transformation du poisson en farine. Cette farine, elle va servir à quoi? Farine de poisson, à nourrir des saumons en Écosse, ou des poulets en France, ou des cochons en France. Ça sert à ça, les farines de poisson. Aujourd'hui, les femmes qui séchaient, qui transformaient le poisson sur les côtes sénégalaises, qui nourrissaient tout le sous-pays et qui faisaient vivre des familles, n'ont plus accès à ce poisson parce que les transformateurs de farine l'achètent un tout petit peu plus cher, la sardinelle, aux pêcheurs. Donc c'est toute une économie qui se casse la gueule juste pour ça. Donc en fait, il suffirait que nous, on mange un peu moins de poisson, pour prendre un exemple un peu caricatural. Donc on voit bien que tout ça est interconnecté, mais que la réponse, elle est différente selon où on est dans cette chaîne et dans cet accès à la ressource du poisson. Donc le poisson d'élevage, pour vous, c'est une fausse bonne idée, c'est pas... Le poisson d'élevage, il y a une idée complètement absurde dedans, c'est que pour le poisson d'élevage, c'est du saumon essentiellement. C'est du poisson carnivore. Par définition, qu'est-ce qu'il mange? Du poisson. Donc en gros, on va aller pêcher du poisson, du petit poisson, en bas de la chaîne alimentaire, le transformer en farine, donc dépenser de l'énergie, etc. Pour gaver ces saumons, il faut, par exemple, pour produire 1 kg de saumon, 3 à 5 kg de petits poissons, et produire du poisson industriel, vendu pas cher, ce qui ne répond pas à un besoin. Alors, il y a aussi, souvent, les spectateurs, les gens concernés s'offusquent de voir qu'il y a des massacres de dauphins dans les îles Féroé sous prétexte d'une tradition ancestrale, les ailerons de requins en Chine. Qu'est-ce que vous répondez? Comment on fait pour lutter contre cette tradition, ces cultures? Comment on fait pour faire comprendre à des gens que ce qu'ils ont l'habitude de faire et qui fait partie inhérente de leur culture national est mauvais? Il y a plusieurs éléments de réponse à votre question. Il y a souvent un peu de mythologie créée artificiellement. On va prendre l'exemple de la chasse à la baleine. La chasse à la baleine industrielle avec des bateaux-usines pour dépecer les baleines qui partent pendant l'été austral à des bateaux de 100 mètres de long qui partent à 15 000 km de chez eux, c'est pas une tradition. On ne peut pas imaginer ça, ça existe depuis des siècles. Donc cette chasse baleinière industrielle, c'est tout sauf une tradition. C'est quelque chose qui s'est développé à l'après-guerre, qui a été perpétué alors que le moratoire existait. C'est quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Et d'ailleurs, a priori, les Japonais sont en train d'arrêter. Mais ça correspond finalement plutôt à une logique géopolitique. Donc ça n'a rien à voir avec la culture et la tradition. Et le massacre des dauphins Le massacre des dauphins, c'est un sujet sur lequel j'ai moins de compétences. On est moins dans un sujet environnemental que dans un sujet de respect de dignité animale. C'est comparable au débat sur la corrida. Peut-être beaucoup plus. D'accord, donc en fait ceux qui pointent ce genre d'action, c'est pour un peu déplacer le problème, allez voir chez eux et ne regardez pas ce qu'on fait nous. Quoi. Alors là on le voit très clairement dans le débat sur la question des ailerons de requins. Parce que, et là c'est une question de point de vue. Poser la question, on évoquait les pêcheurs artisans dans l'océan Indien, qui justement a de moins en moins de poissons, et qui voient passer des thoniers espagnols de 120 mètres de long ou des thoniers français qui peuvent d'un seul coup de filet pêcher plusieurs dizaines de tonnes de thon, mais de tout un tas d'autres choses, de requins, etc. Quel est le coupable? C'est une question de point de vue aussi. Après, la réponse sur les ailerons de requins, comme sur la surpêche du thon, elle est dans la manière dont on gère les pêcheries. C'est une question de gouvernance, c'est une question de volonté politique, c'est une question de technique de pêche destructrice. Mais ce qu'on voit dans les conférences internationales, c'est que les Européens renvoient la balle de la responsabilité aux Asiatiques, les Asiatiques font la même chose, et au résultat, c'est moins de poissons dans les océans et des pêcheurs artisans de toujours plus en détresse. François, on arrive au terme de l'émission. Vous me disiez hors plateau que ça faisait plusieurs années que vous étiez chez Greenpeace, plus de 15 ans, c'est ça? Ça. En 15 ans, vous avez vu les choses, pour terminer sur une note positive, vous avez vu les choses évoluer dans le bon sens et vous êtes confiant pour l'avenir, même si ça va être long et que ça va prendre du temps, ou vous êtes très inquiet? Je vais vous donner 2 exemples positifs. Il y a eu, justement, il y a une quinzaine d'années, une grave crise sur le thon rouge de Méditerranée.
grâce à la mobilisation des ONG comme Greenpeace et d'autres, grâce à la prise de conscience, mais aussi bien parce qu'on a été en mer pour montrer la réalité. On était avec nos bateaux, montrer la réalité de cette pêche. On a réussi à ce que le quota soit diminué, à ce qu'il y ait moins de bateaux, à ce qu'il y ait plus de contrôle, et à ce que finalement la surpêche et la pêche illégale du thon rouge deviennent un peu l'incarnation du problème. Ça a été un moyen de prendre conscience, mais aussi d'inverser la tendance de la surpêche de cette espèce. C'est un premier exemple positif qui pourrait s'appliquer à plein d'autres pêcheries. L'autre, c'est que quand on a commencé à travailler, nous, sur les océans, à parler de la protection des océans, à dire qu'il fallait créer des aires marines protégées, les ONG, globalement, et Greenpeace en particulier, étaient perçus comme des anti-pêches. Le même de ce qu'on disait, l'économie contre l'environnement, etc., les amis des pêcheurs contre les amis des poissons. Eh bien, on voit aujourd'hui que les artisans, que ce soit en Afrique ou en France ou en Europe, et les ONG, ont le même discours. Se sont rapprochés et pensent globalement que si on veut sauver la pêche, il faut d'abord donner l'accès à la ressource aux artisans, qu'il faut protéger les océans, et que le problème, comme pour d'autres sujets, c'est un modèle industriel globalisé, reposant sur une économie néolibérale, qui est finalement à la fois destructrice de l'environnement et de la société. Et finalement, cette prise de conscience, comme pour le climat, on voit qu'elle grandit. François Chartier, merci beaucoup. Merci à vous. Nous, c'est terminé pour aujourd'hui. TLS+, c'est très bientôt. D'ici là, je vous invite à continuer à suivre l'actualité et les informations en regardant Télésud. À très vite.